Élu pour un second mandat à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril dernier, le chef de l'État a délivré hier mercredi 29 décembre à l'Assemblée nationale son premier message sur l'état de la nation. Patrice Talon a évoqué à cet effet deux défis majeurs qui se posent aux Béninois à la fin de cette année qui a été marquée par ce scrutin, par la rencontre entre le président, l'ancien président, j'allais dire, Bouni Yahi et son successeur, la restitution inattendue des trésors royaux pillés en 1892 par les troupes françaises. Que peut-on retenir des faits ayant marqué 2021? Quelles sont les perspectives que les Béninois pourraient-ils envisager sur l'avenir au regard de ces faits? Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de Carré Politique qui est ce jeudi à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Avec sur ce plateau deux professionnels des médias, Laurent Tonin-Kess, analyste politique et journaliste sur la chaîne de télévision Eden TV. Laurent, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Cyriac Dekenou, qui est de la presse écrite, directeur de publication du quotidien Émergence Info. Cyriac, bonjour. Bonjour Paul, bonjour. Eh bien, je vais commencer par vous. Vous avez suivi, comme tous les Béninois, l'adresse du président Patrice Talon depuis son accession au pouvoir au titre du second mandat. Et quelles ont été vos premières impressions? Il faut d'abord souligner que c'est dans la tradition que le chef de l'État, à la veille des fêtes de Nouvel An, s'adresse quand même au peuple béninois et délivre son message devant les représentants de ce peuple au niveau de l'Assemblée. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a justifié à justice que le chef de l'État veuille tenir ce discours-là qui, il faut l'avouer, est subdivisé sur deux pans. Il y a un premier pan consacré aux défis sécuritaires, mais également aussi un second pan qui n'est rien d'autre que ce que nous vivons depuis bientôt 2 ans, à savoir la pandémie de Covid-19 qui sévit un peu partout de par le monde entier. Moi, ma toute première impression, c'est le fait que le président Patrice Talon est resté beaucoup plus focus sur les défis majeurs qui s'opposent au peuple béninois à l'heure actuelle, parce que si vous suivez très bien le second pan de son discours, notamment ce volet qui a été consacré à la pandémie de Covid-19, le président Patrice Talon a débouché également aussi sur les questions économiques et sociales, puisqu'il a essayé un tant soit peu de faire le parallélisme entre cette crise sociale qui serait engendrée par la pandémie de Covid-19, mais également aussi la nécessité pour le peuple béninois d'être davantage beaucoup plus résilient pour pouvoir relever les défis majeurs qui ne sont rien d'autre que le développement économique, qui ne sont d'autre que le bien-être de la population, la lutte contre la pauvreté et bien d'autres choses. Je pense que c'est un discours bref qui n'a pas assez duré et il a mis de côté les questions politiques sur lesquelles beaucoup de personnes l'attendaient, notamment la question liée également aussi aux diverses condamnations que nous avons connues récemment, le déclassement du Bénin par plusieurs organismes internationaux donc, et bien d'autres choses. Laurent Tonin-Kess, Cyriac Dekenou est resté un peu sur sa soif quant au discours que le président a délivré hier. Je ne pense pas que vous pensez pareil que lui. Ouais, je crois que quand on est chef de l'État, tout bon Béninois doit rester satisfait parce qu'il faut rappeler qu'il y a un certain nombre de problèmes dans le pays qu'il faut régler. Quand le président lit tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui à la crise de la COVID-19, je me pose la question de savoir si les licenciements qu'on observe ces derniers temps sont dus à la COVID-19. Je me pose la question de savoir si ceux qui sont opérateurs économiques, qui sont obligés d'aller en asile, c'est lié à la COVID-19. Donc je pense que au-delà de ce qu'on peut lier un certain nombre de problèmes à la COVID-19, il faut se regarder en face et se dire quelles ont été nos responsabilités dans telle ou telle situation. Quand on parle, c'est vrai qu'il a parlé de défis sécuritaires, je suis d'accord que par le passé, le Bénin était plus ou moins épargné par rapport aux attaques terroristes, c'est vrai, mais aujourd'hui, il va falloir redoubler d'efforts pour faire face à ces attaques parce qu'en réalité, quand on parle d'attaques dans le nord du Bénin, Porga et autres, ce n'est pas que dans les nords que les nords le nord du pays, que les djihadistes attaquent. Quand vous regardez par exemple le Burkina Faso, qu'il vous souvienne que le 14 novembre dernier, il y avait eu 43 décès à cause des djihadistes. Et vous allez voir qu'il y a quelques jours encore également 41 décès. Donc, du coup, il va falloir redoubler d'efforts à ce niveau. Maintenant, quand on regarde un peu le discours du chef de l'État, c'est vrai, il dit qu'on fera mieux, pratiquement le double, on nous annonce. Mais en réalité, quand on regarde ce qui a été fait de 2015, de 2016 à 2021, des efforts ont été faits dans bien des domaines.
Je veux parler d'infrastructures, certaines choses, mais bien sûr, des questions de démocratie, de droits de l'homme et autres, là, est-ce que nous avons connu des avancées? Là se pose le problème. Donc, que faire pour qu'aujourd'hui les Béninois puissent regarder en face? J'ai suivi tout à l'heure, certains parlaient de fraternité. On parle de fraternité, justice, travail en parlant du Bénin. Alors, où en sommes-nous avec la fraternité aujourd'hui? Où en sommes-nous avec la justice aujourd'hui? Même si nous travaillons. Une interrogation à laquelle Cyriaque Tekeno pourrait toutefois apporter un élément de réponse. En fait, vous savez, on peut certainement rester sur sa fin lorsque l'on suit ce discours du président Patrice Talon. Mais en réalité, si l'on a déjà l'habitude de suivre quand même, disons, la chronologie de ces divers discours depuis déjà 2016, on peut déjà comprendre qui est l'homme Patrice Talon. Vous savez, lorsque vous avez au pouvoir quelqu'un qui a une vision beaucoup plus capitaliste, c'est-à-dire lorsque vous avez les libéraux au pouvoir, leur vision, c'est beaucoup plus l'atteinte des objectifs économiques. C'est comment faire pour pouvoir relever le pays sur le plan économique. Ce qui n'est pas forcément la même chose lorsque vous avez un socialiste qui vient au pouvoir. Et je veux simplement vous donner et vous faire une brève comparaison entre Boni Yayi et Patrice Talon, parce que c'est-à-dire lorsque vous prenez, c'est vrai qu'ici au Bénin, le fonctionnement de la démocratie béninoise ou bien le fonctionnement de la vie politique béninoise fait que l'on ne taille pas forcément d'importance à ces dogmes économiques ou bien politiques. Sinon, lorsque vous prenez Patrice Talon, vous voyez qu'en votant pour lui, que vous avez voté pour un libéral. Et les libéraux, ce sont des gens dont le défi majeur, c'est le relèvement économique. Boni Yayi, c'était un qui doit aller de pair avec la vie des citoyens. En réalité, au fait, lorsque l'intéressé vient et livre un discours, vous ne vous attendez qu'à rien d'autre que, quand même, disons, mais attention, ce que l'intéressé... Parce que, en fait, attention, après tout, c'est des citoyens qui sont dirigés. J'en viens par exemple. Oui. Par exemple, le discours de Patrice Talon en 2016. Vous savez, en 2016, en 2016, oui. Oui, 2016. 2016, 2017, 2018. Les trois premiers discours de Patrice Talon au pouvoir n'ont été que des discours d'un chef de l'État qui connaît, c'est-à-dire qui connaît les difficultés que le peuple béninois est en train d'endurer. Et c'est d'ailleurs... Qu'est-ce qui a changé? Non, en fait, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, lorsque l'on le suivait, il disait, c'est vrai, nous souffrons, mais bientôt que les choses vont s'améliorer. Mais à partir de 2019, 2020, on a pu quand même, disons, écouter un discours de chef de l'État qui est déjà presque en campagne, où les discours de fierté commençaient par sortir. Donc, la campagne, elle est finie. Patrice Talon fait face également aussi et encore focus sur des défis économiques à relever pour le bien-être des Béninois. Donc, en réalité, c'est vrai que d'autres personnes peuvent rester sur leur fin, mais moi, personnellement, pour ma part, le fait qu'il ait fait focus rien que sur les questions économiques et rien que sur les questions sécuritaires, cela ne devrait en aucun cas surprendre qui que ce soit. Cela voudrait dire que les élections sont derrière nous et qu'aujourd'hui, sa vision, c'est comment faire pour développer le Bénin, rien d'autre chose. C'est un boulevard que vous m'ouvrez, Cyriaque Tekeno. Justement, vous parliez à l'instant de Patrice Talon, qui a accédé au pouvoir pour un second mandat le 11 avril dernier à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle. Je vais me tourner cette fois-ci vers Laurent Toné-Ikei. C'était une première dans l'histoire démocratique du Bénin. Quoi du haut pour une élection présidentielle? Un score presque soviétique, comme le disait l'ancien porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ce changement au sein du système partisan? Il faut d'abord préciser que c'est la première fois qu'on a connu une élection qui a été la source de plusieurs problèmes dans notre pays. Et trois duos, de quel duo parlons-nous? Nous parlons bien évidemment du duo de FCBE. On peut à la limite comprendre ce duo, mais il y a un troisième duo qui est un duo fantôme. Précisons-le. Vous l'affirmez de façon péremptoire. Je le dis et j'assume. Il y a un duo fantôme qu'on a observé pour les élections présidentielles et qui finalement est allé se constituer en parti plus tard. On a vu le second, en tout cas qui constituait le duo, désavouer pratiquement en griffe celui qui était titulaire. Je veux parler de Corentin Corré. Vous avez vu comment Irénée Agossa est sorti de nulle part pour être candidat. J'ai vu au siège du parti FCBE il y a quelques jours le point sur le compte de campagne. En tout cas, il y a 2 semaines, j'étais au siège de FCBE. Je n'ai pas vu, ils n'ont pas fait le point au niveau de la Cour suprême pour préciser ce qu'ils ont dépensé, où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent. Pour vous dire que vraiment, il y avait
matière à polémiquer pour cette élection parce que, dans une certaine mesure, on disait qu'on devait aller aux élections. On nous a chanté tout le temps qu'avec la réforme du sympathisant, il fallait que ce soit des candidats qui soient désignés par des partis politiques. Mais permettez que je vous dise que Patrice Talon est de quel parti politique? Est-ce qu'il est de l'Union progressiste ou du Bloc républicain? Il a été quand même attendez, il y a deux partis politiques phares qui l'ont soutenu avec les partis satellites UDBN, PRD, Moël Béné et autres. Mais au fond, est-ce qu'aujourd'hui, Patrice Talon est candidat d'un parti politique? Et c'est de la même manière qu'on peut se poser la question de savoir d'où sortent les deux autres, Corentin Corpé, et Irina Gossa. Même si on peut concéder dans une certaine mesure la candidature de Paul Roumpé et de son duo Tchemba. Alors pour vous dire quoi, dans une certaine mesure, on a fait des réformes, mais souffrez qu'on dise que ces réformes n'ont pas porté pour autant ce qu'on espérait avoir pour cette élection présidentielle. Il va falloir travailler davantage pour que les prochaines élections ne soient pas comme ça, parce que tant que les élections seront comme ça, il y aura des troubles. Et quand il y a des troubles, les Béninois ne sont pas en paix. Déjà, certains Béninois ont du mal à manger, et donc s'ils doivent encore gérer le problème de paix dans le pays, ça pose un problème. Donc j'estime fondamentalement que les gouvernants actuels doivent pouvoir travailler suffisamment, assainir le milieu politique non seulement, et travailler à ce qu'on ait un climat politique apaisé pour des élections libres, crédibles et transparentes. C'est à dire que nous, Patrice Talon a été élu au premier tour à plus de 86%. Est-ce que ce ne sont pas des chiffres qui sont de nature à conforter l'homme dans ce qu'il fait de bien pour le Bénin? En fait, au-delà quand même de ce sentiment de satisfaction que l'on pourrait avoir après avoir candidaté à une élection présidentielle que l'on a organisée soi-même et que l'on a gagné, il faudrait savoir au-delà de tout que l'on doit aussi faire l'effort de regarder dans le rétroviseur, de regarder d'où nous sommes partis. Vous savez, ce n'est pas avec un sentiment de fierté que l'on pourrait dire sur les masses médias un peu partout que le Bénin fait la une des journaux, la une quand même, disons, de la presse internationale juste parce qu'il y a eu des affrontements dans le nord du pays à cause d'une élection présidentielle. C'est une première, ce sont des situations véritablement déplorables et macabres que nous ne voudrons plus jamais que cela se reproduise encore une fois dans notre pays. Cependant, cela n'empêche pas que Patrice Talon aujourd'hui jouit quand même, disons, de sa notoriété de chef de l'État, jouit toujours de sa crédibilité de chef de l'État, jouit toujours quand même, disons, c'est-à-dire de ce pouvoir-là, de sa légitimité. Oui, maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de corriger les choses pour ne plus reprendre, pour ne plus faire face aux mêmes erreurs, les erreurs du passé, parce que le mal vient de loin. Le mal vient déjà des élections législatives de 2019. Et aujourd'hui, nous avons un parlement que certains osent qualifier de parlement monocolore. Les élections communales, on sait également aussi les difficultés pour certaines formations politiques dites de l'opposition pour se conformer à la réforme du système partisan qui est aujourd'hui en vigueur. Et ce que moi, je voudrais beaucoup plus regarder maintenant où nous sommes à la veille d'une nouvelle année, c'est que l'on puisse faire les efforts nécessaires et indispensables pour que, en 2022, en 2023, pour l'organisation des élections législatives de 2023, que nous n'ayons plus au niveau de notre Parlement béninois, UPBR. Ouais, ce ne sont pas des choses qui renvoient une très belle image pour notre démocratie. Et le souhait, c'est qu'il y ait des réformes véritablement accessibles qui favorisent la cohésion sociale et la nécessité pour chaque citoyen, pour chaque Béninois, d'où qu'il vienne, où qu'il soit, de pouvoir quand même, disons, participer à une élection étant sûr quand même de pouvoir gagner. Donc, c'est tout ce que moi, je peux quand même, disons, avoir comme appel au lieu de revenir sur des faits où tous les acteurs politiques, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, tous, c'est-à-dire, ont eu à commettre des erreurs. J'ai toujours coutume de le dire, c'est-à-dire, lorsque vous avez en face une opposition qui, il faut l'avouer, manque totalement de stratégie. Vous l'avouez. Il faut l'avouer. Lorsque vous avez en face de vous une opposition qui manque totalement de stratégie, c'est certain que vous ne ferez que d'elle ce que vous voulez parce que mais les infiltrations... est plusieurs fois sur les conditions d'organisation de ces élections. Écoutez, en fait, beaucoup de personnes se sont posé la question de savoir pourquoi est-ce que lors du tout dernier congrès du PRD, le président Adrien Goumbedi n'a pas quitté la présidence du parti. C'était quoi? Ce sont des questions légitimes. Ce que vous avez dit quoi? On regarde ce qui se passe autour de soi pour pouvoir s'en inspirer. Je ne voudrais pas aller beaucoup plus loin, mais dès lors que, par exemple, au niveau des forces Cori pour un Bénin émergent dans une certaine naïveté politique, c'est-à-dire certaines personnes se sont laissées
quelqu'un d'autre est devenu président d'honneur, a laissé son parti, c'est-à-dire, et d'une certaine façon, c'est-à-dire... Vous voulez certainement parler de l'ancien président Boni Yayi. Je voudrais simplement dire quoi? Lorsque des choses comme ça ont été faites, et que vous avez laissé la possibilité à des gens d'infiltrer votre formation politique et donc vous confirmez que le parti, a été infiltré. Laissez-moi, s'il vous plaît, aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, lorsque vous laissez cette possibilité, quand même, disons, à des gens qui, d'une certaine façon, ne se sont jamais retrouvés à un certain poste de responsabilité et qui n'ont pas forcément, disons, toute la carapace politique nécessaire, et que ceux-là se sont laissés avoir, et que la même chose se reproduise quelques jours avant l'élection présidentielle, ceux qui se sont présentés et qui sont quand même, disons, les deux duos dont vous parlez, ces duos-là sont composés de qui? Ces duos-là sont composés des reliques des FCBE et des démocrates. Ce qui voudrait dire que l'opposition en elle-même, c'est-à-dire, n'a pas été véritablement à la hauteur de la bataille politique. Nous ne sommes pas dans une église pour que l'on puisse toujours compter sur quand même, disons, et les promesses, la bonne foi et tout le reste de quelqu'un. Nous ne sommes pas dans une église, mais ces élections ont été source de plusieurs clivages, ce qui a divisé les Béninois, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. Vous avez suivi tout ce qu'il y a eu comme heurts à la veille, déjà à l'élection, les législatives de 2019 et la présidentielle d'avril 2021. Vous avez suivi, par exemple, la rencontre historique, la rencontre que les Béninois ont qualifiée d'historique entre l'ancien président Boni Yayi et Patrice Talon. Est-ce que ce ne sont pas des choses qui sont de nature à rassurer, à garantir davantage une décrispation, en fait, de l'atmosphère politique? Vous savez, que l'on soit quand même Béninois de l'opposition, de la mouvance, encore que nous autres journalistes, acteurs des médias ne sommes pas des opposants ni des mouvanciers, mais nous avons cette nécessité de pouvoir éclairer les gens. C'est une rencontre, cette historique, que l'on doit quand même, disons, louer, puisque les corollaires de cette rencontre, nous les avons vus. Ça a été quand même, disons, la libération d'un certain nombre d'acteurs politiques. On le veuille ou pas, les questions politiques se règlent de façon politique. Cependant, écoutez-moi, c'est-à-dire, cependant, j'aurais aimé que cette rencontre-là intervienne un peu plus tôt. Vous savez, je pense que il faut savoir quand même, disons, mener le combat de façon proportionnelle au pouvoir dont on dispose. Le président Boni Yayi aurait accepté peut-être rencontrer le président Patrice Talon un peu plus tôt, que je crois que l'on n'aurait certainement pas assisté à ces heures auxquelles nous avons assisté en début d'année 2021. Vous voyez, parce que lorsque vous avez cette possibilité de pouvoir vous rencontrer et de dialoguer et d'échanger au moins et de vous attendre, même si, bon, certaines personnes peuvent qualifier l'acteur politique en face de quelqu'un qui ne tient pas forcément parole, cela n'engage qu'eux, mais vous avez cette possibilité de pouvoir rencontrer l'acteur politique et d'échanger, vous avez toujours cette possibilité de pouvoir changer les choses. Il l'aurait rencontré un peu plus tôt, que certainement qu'on aurait assisté à une élection présidentielle beaucoup plus compétitive, pas pour qualifier ce qui a eu lieu d'une élection moins compétitive. Cependant, c'est une rencontre qui est intervenue, ma foi, un peu plus tard, parce qu'on pourrait se dire, après tout ça, Laurent Toninkès, quelques jours après cette rencontre entre Boni Yayi et son successeur Patrice Talon, il y a eu quand même la libération d'un certain nombre d'acteurs politiques de l'opposition. Est-ce que vous y voyez une suite logique de cette rencontre? Permettez que je revienne sur deux aspects de son intervention. Quand il parle de 86%, les 86% dont on parle, il faut que les acteurs politiques qui soutiennent le chef de l'État fassent très attention. Les 85%, c'est lié au taux de participation. Ce n'est pas lié au taux de participation de 2016. Il va falloir faire très attention parce qu'il risque d'être surpris en 2021, en 2026. En tenant compte de 86% et à chanter à longueur de journée 86%. Non, le président l'a dit hier. Donc pour dire, ça c'est un point. Il n'a pas dit le deuxième. Non, écoutez, là aussi, attention. Pourquoi le chef de l'État ne dit pas dernier mandat? Parce que les acteurs politiques, il faut faire attention, c'est des jeux de mots, il faut faire très attention. Ceci étant, il a dit que certains osent qualifier l'Assemblée de monocolore, mais qu'on se dise la vérité. Les députés que nous avons aujourd'hui font quoi? Combien de députés avez-vous vu se prononcer sur des questions d'actualité, interpeller le gouvernement sur un certain nombre de questions qui engagent la vie des citoyens?
On ne peut pas en citer. Et donc, ça pose un problème. Donc, c'est une assemblée monocolore. N'ayons pas peur des mots. Qu'on le leur dise pour qu'ils comprennent qu'en réalité, qu'ils sont représentants du peuple et non au service d'un homme. Alors, pour répondre à votre question, pour dire, est-ce que ce n'est pas la rencontre entre Patrice Talon Boni Yayi qui a favorisé la libération de certains acteurs qui ont été emprisonnés dans le cadre des élections? Je pense que je voudrais faire la part des choses. L'exécutif ne saurait s'immiscer dans le judiciaire. Donc, j'estime peut-être que le judiciaire, à un moment donné, a eu des éléments qui le confortent et qui ont permis à ce que ces personnes soient libérées. Ça veut dire que vous ne pensez pas, comme Cyriaque Dekenou, que c'est une suite logique? Non, je ne pense pas. Si les deux hommes se sont rencontrés et que Boni Yayi porte un certain nombre de liens à son successeur et que demain, la justice libère des gens, cela suppose que vous... On s'attaque sur ce qu'il dit, ça veut dire que le président a dû appeler le système judiciaire pour dire libérer telle personne. À aucun moment, le président l'a dit, donc nous allons en tenir. Non, j'explique en fait. Pour dire, si on dit que c'est suite à cette rencontre qui a favorisé la libération de ces personnes, cela suppose que le chef de l'État s'est tellement donné des instructions. Et ce que je n'ose pas croire, pour dire quoi, c'est parce que la justice peut-être a eu un certain nombre d'éléments. D'ailleurs, même en libérant certaines personnes, la justice a parlé de garantie. Et donc, ces garanties ont fait que ces personnes ont été libérées. Si on doit attendre peut-être une réaction du chef de l'État suite à cette rencontre, c'est peut-être une grâce présidentielle ou amnistie pour ceux qui ont été condamnés pour 20 ans ou 10 ans. C'est là peut-être qu'on attend le chef de l'État. Mais pour ceux qui restent, concernent ceux qui ont été libérés, j'estime fondamentalement que c'est la justice qui a pris la décision de le faire, pas parce que deux hommes se sont rencontrés à la mais les Béninois pourraient toutefois espérer des perspectives après cette rencontre entre les... Oui, mais les Béninois attendent tout simplement que ceux qui sont en prison, peut-être dans une certaine mesure liée aux élections, soient libérés. Le chef de l'État est un père de famille. Et donc, c'est pas parce que votre enfant vous offense qu'à tout prix, vous allez le vouer à la mort. Mais à un moment donné, le chef de famille s'assoit, appelle les enfants, après leur avoir tiré les oreilles, leur dit, écoutez, ne reprenez plus et je vous pardonne vos fautes. C'est de ça qu'il est question. Ceux qui sont en exil, il y en a qui sont en exil, qui créaient de l'emploi. Il y a un journaliste qui disait ce matin qu'il prenait des colis de son patron à la fin de l'année pour bien fêter. Mais depuis qu'il est au chômage technique, ça pose un problème. Donc, un certain nombre de personnes, aujourd'hui, ce dont il est question, ce n'est plus continuer avec les politiciens, vous êtes là, qui à tout prix veulent dire au chef, c'est bon, parce que eux, ils ont besoin de survie politique, de survivre, parce qu'ils n'ont pas de... leur activité, c'est le commerce politique. Donc, il faut qu'on finisse avec ça, qu'on se dise les vérités, qu'on dise au chef de l'État, Monsieur le Président de la République, dans tel domaine, je pense qu'il faut faire de telle manière pour qu'ensemble, nous puissions nous retrouver autour d'une table de discussion pour parler de développement. Il a parlé, il a dit son second mandat, d'accord, mais il a dit... Ne vous trompez surtout pas sur les terminologies. Il a dit second mandat. Oui, second mandat, et il avait dit qu'il voulait porter un triomphe à la fin de son mandat. Il faut qu'il fasse attention avec ces acteurs politiques, commerçants politiques qui sont de lui. Parce que les mêmes, hier, ont servi par Mathieu Kékou. Et à partir de 2006, ont désavoué publiquement Mathieu Kékou pour suivre Boni Yayi. Ils ont chanté que Yayi Boni à gauche, ils seront à gauche, puis ils pendent, avec tout ce que vous savez. Mais qui, à partir de 2016, ont publiquement désavoué Boni Yayi. Donc, cela suppose quoi? Les mêmes acteurs que nous voyons là, qui n'ont pas autre activité que le commerce politique, peuvent du jour au lendemain se retourner contre lui. Et donc, c'est à lui seul de rendre compte au peuple béninois. Laurent Toninke, Cyriaque Dekenou, nous allons évoluer dans ce débat. Vous avez suivi cette restitution historique des trésors royaux qui ont été pillés dans les palais d'Abomey en 1892 par les troupes françaises. Les Béninois ont applaudi l'événement. C'était une liesse populaire presque. C'était dans une liesse populaire que ces trésors-là ont été accueillis à Cotonou. Quel a été votre ressenti en tant que citoyen béninois? Merci d'avoir posé cette question qui, quand même, disons, relève de la fierté nationale. Cependant, j'aimerais faire une analyse et revenir sur cette question. Non, nous allons évoluer dans ce débat. Nous allons évoluer dans ce débat. Ok, en fait, je dois avouer que c'est une première et que le Bénin a une fois encore étonné le monde entier. Vous savez, ce sont des trésors qui ont été pillés, des représentations nationales qui ont été volées, je dirais, mais fort heureusement qui ont été restituées. Cela traduit un tant soit peu le courage des Béninois et le courage de ce gouvernement qui, avouons-le, l'a réclamé dans un contexte où
On ne pouvait même pas s'attendre à ce que cela... Je me rappelle comme si c'était encore hier de ce discours du président Patrice Talon et devant l'Élysée aux côtés de son ex-homologue et François Hollande, où il réclamait, c'est bien, je sais que la suite de cette toute première réclamation a été un non catégorique de la part de l'État français, mais le gouvernement béninois n'a pas baissé les bras, on a continué et notre souhait, c'est que tout le reste du patrimoine culturel et cultuel béninois qui a été volé et qui devrait représenter plus de 5000 œuvres d'art, que cela soit quand même, disons, restitué au Bénin. Les 26 qui ont été restitués ne sont que des symboles quand même, disons, d'un acte véritablement fort. Et vous allez voir que parce que le Bénin l'a fait, automatiquement, la France s'est montrée quand même, disons, obligée de restituer également aussi d'autres œuvres, même si ce n'est pas dans la même proportion à l'État ivoirien, mais également aussi aux Sénégalais. Et nous avons encore d'autres biens béninois qui se trouvent aujourd'hui encore au musée Quai Branly, que Jacques Chirac, que nous souhaitons véritablement que l'État français puisse quand même, disons, restituer et que les autres biens béninois qui sont peut-être partis aux États-Unis, éparpillés un peu partout dans l'espace Schengen, que ces biens puissent véritablement revenir au Bénin pour que nous puissions avoir l'ensemble quand même, disons, de tout ce qui constitue notre patrimoine chez nous. Et notre souhait, c'est d'encourager le gouvernement et de les citer davantage à finir la construction de ce musée parce que les biens ont été restitués, mais les biens resteront d'abord au niveau du musée de Ouida avant que les biens atterrissent finalement au niveau d'Abomey à l'issue de la construction du musée d'Anrouin. Laurent Toné-Nkès, vous avez suivi le discours du président Patrice Talon à la cérémonie d'accueil de ces biens. Il a dit que chaque Béninois pourrait établir une connexion, un lien avec ces trésors royaux. Qu'est-ce qu'il y mettait selon vous? D'abord, il faut reconnaître que quand quelqu'un fait quelque chose de bon, il faut l'avouer, il faut le féliciter, l'en féliciter. Patrice Talon a eu un courage politique pour demander officiellement ces biens. Qu'il vous souvienne, moi je suis représentant du conseil représentatif des associations noires, l'association qui a demandé les biens en France, donc représentant de cette association au Bénin. J'ai rencontré en 2015 l'ancien ministre de la Culture, qui est aujourd'hui chef de file d'opposition, Paul Rompé, qui m'a dit catégoriquement qu'il ne pouvait pas s'engager dans cette bataille. On a rencontré Lionel Zinsou, qui était Premier ministre, qui nous disait clairement non. On a vu même aujourd'hui sa fille, Marie-Cécile Zinsou, qui passe du plateau en plateau pour parler avec fierté de cette affaire, alors qu'en réalité... Non, mais attendez, même si, alors qu'on l'a rencontrée, elle m'a pratiquement refoulé. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a eu le courage de poser un acte, il faut le féliciter. Patrice Talon a eu un courage à demander ses biens. Ces biens ont été restitués, c'est une fierté, mais je voudrais préciser que ce n'est pas que 26 œuvres. Parce que tout le monde, quand on parle de ces biens, on a tendance à considérer que c'est seulement Abomey. J'insiste là-dessus que tous les royaumes du Bénin avaient été touchés par cette affaire de pillage des trésors royaux. Et donc le CRAN, notre association, à l'origine, a dénombré des milliers de biens dans des musées un peu partout dans le monde. Nous avons le répertoire. Même les prêtres, les missionnaires étaient prêts à nous restituer des biens. Quand vous allez à Nantes, il y a tellement de biens là-bas à restituer. Donc, je crois que c'est une déjà dynamique qui a été amorcée. Il va falloir maintenir la tendance et aller jusqu'au bout pour que les biens soient restitués. Mais dans le même temps, il faut préciser que le gouvernement doit pouvoir faire plus d'efforts pour construire des musées. C'est vrai qu'on nous annonce le musée d'Abomey autour de 2022-2023 pour recueillir ces biens. Il va falloir aller très vite et travailler à ce que les Béninois se retrouvent. Parce que je l'ai dit toujours, les biens n'ont de sens porté spirituel ou historique qu'au Bénin. En Europe, les gens vont payer, vont voir, mais au fond, quand vous regardez un trône dans une famille royale, ça a son sens. Quand vous inclinez devant le trône, c'est comme si vous inclinez devant votre ancêtre, vous demandez des biens. Pour ceux qui y croient, ils peuvent avoir satisfaction. Donc, je crois qu'au-delà de la portée politique, il y a un aspect économique. Parce qu'aujourd'hui, un touriste qui vient dans un pays, c'est de l'argent pour les hôtels, c'est les transports, c'est l'aéroport qui prend de l'argent pour l'économie béninoise, c'est aussi les taximens, ceux qui sont artisans, qui vendent, donc ça a une portée touristique et économique, et donc ça a aussi une portée spirituelle pour les familles qui sont propriétaires de ces biens. On ne peut que féliciter le gouvernement et dire continuer dans la même lancée. Avec cet acte, le Bénin devient le premier pays à avoir
acté vraiment la restitution des trésors royaux pillés à l'époque Le Bénin n'est pas le premier pays. coloniale. Quelle est la plus-value que cette restitution apporte au Bénin en termes de diplomatie? Non, diplomatie, je vous ai dit, c'est un succès politique. Le Bénin s'est fait respecter en étant ferme jusqu'au bout pour avoir les biens. Mais la plus-value pour moi, c'est le côté économique. Parce que plus, vous imaginez, en France, il y a des milliers de touristes qui allaient voir ces biens. Et une fois qu'on va communiquer bien autour de cette restitution, des touristes peuvent être tentés de venir au Bénin, en tout cas, peuvent décider de venir au Bénin. Donc, quand ils arrivent, c'est de l'économie. Ils mettent de l'argent. Et donc, ça permet à ce que les artisans puissent ceux qui sont dans les musées, qui doivent vendre tout ce que vous connaissez, ce qui est exposé dans les musées, ça permet de gagner. Mais ceux qui sont artisans au niveau des restaurants, au niveau de nos hôtels, un certain nombre de personnes, ils peuvent trouver, et donc de ce point de vue, des emplois peuvent être créés. C'est ce côté-là que moi je vois. Nous allons conclure cette émission. 30 secondes. Qu'est-ce que vous espérez pour le Bénin au titre de l'année 2022? 2022, il faut que Patrice Talon, comme il a entamé son second mandat, qu'il appelle tous les Béninois, qu'ils s'asseyent autour de la table par le développement et qu'on fasse taire les intrigues politiques, parce que ça ne développe pas un pays. C'est Jacques Dequeno. Ce que j'espère pour 2022, c'est qu'il y ait plus d'emplois pour les jeunes gens et que ces questions de licenciement abusif vous reconnaissez ça? Auxquelles nous assistons de part et d'autre, que cela cesse définitivement, parce qu'aujourd'hui, il faut avouer, l'État embauche de moins en moins. Et la réalité aujourd'hui, c'est que nous avons de jeunes gens qui finissent dans les universités et qui sont là, et qui n'ont pas forcément d'emploi, et que l'État aille également aussi en soutien aux entreprises privées. C'est vrai que je dois l'annoncer par le biais également aussi de votre émission, c'est-à-dire le gouvernement en parle moins, mais le gouvernement a déjà commencé par satisfaire toutes les entreprises qui ont postulé dans le cadre des fonds de soutien au Covid-19 et beaucoup d'entreprises hier, pas plus tard qu'hier, vous le dites parce que vous l'avez reçu. Sachant que vous êtes chef d'entreprise, vous en avez déjà reçu. Oui, j'en ai reçu également aussi. Donc, c'est une bonne œuvre il est important d'encourager cela. Merci, c'est Jacques Dequeno. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Émergence Info. Vous avez fait ce plateau spécial de Carré Politique sur Kaléidoscope 2021 avec Laurent Toninquez, qui est journaliste sur la chaîne Eden TV. Amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.